des collègues déjà précédemment, et puis il y en a certains que je connais, mais il y en a aussi quelques-uns, quelques-unes que je connais pas ou moins. Donc, on est peu finalement. On peut faire un tout petit tour de table rapidement. Donc, je commence. Aurélia Segati, je suis spécialiste migration et mobilité de main-d'œuvre pour l'Afrique du Nord et la Corne, basée à Rabat depuis 2020. Et précédemment, j'étais en Afrique australe. Voilà, donc je vous donne la parole. Je sais que la plupart d'entre vous, vous vous connaissez, mais on a peut-être quelques collègues qu'on connaît moins et c'est l'occasion en tout cas de mieux faire connaissance et pourquoi pas plus tard de continuer avec des échanges bilatéraux. Donc, Naïma, toi tu commences par A, donc tu peux démarrer. Bonjour tout le monde, donc Naïma Omari, je suis la coordinatrice nationale du projet WEFIRA. Je suis basée au bureau du projet de l'OIT à Rabat. Merci. Voilà, ensuite c'est Lanciné. Bonjour collègues, je suis Condé Lanciné, je suis coordonnateur national du projet Agridom basé à Conakry, Guinée, et je relève du bureau de Dakar. Merci. Ravi. Alors ensuite, on a Samia que tout le monde connaît. Je crois que c'est plus la peine de la présenter, Samia. Gloria également, notre spécialiste régionale basée à Pretoria et qui couvre donc toute la région Afrique. Je ne sais pas si c'est la peine de te présenter, Gloria. Bonjour collègues, bon après-midi à vous tous. Et puis je suis Gloria Moreno-Fontes, je suis basée à Pretoria et je couvre la coordination du travail au niveau de tous les continents. Merci beaucoup. Merci. Majida. Bonjour, chers collègues. Moi, c'est Majida Sador. Je suis assistante admin finance régionale du projet TAM Plus en continuité de TAM au Maroc. Merci. Je suis basée au Maroc à Rabat. Merci. Merci. Et puis, on a Alida. Bonjour, chers collègues, je suis Alida Mbritano, coordinatrice nationale du projet basé à Abidjan sur le projet FAIR 3. Merci. Alors, merci. Je crois que c'est tout, hein. Je ne vois pas d'autres collègues pour l'instant. Donc, on est un petit groupe. Ce matin, on avait un assez grand groupe. Abderrahim, Aurélia. Ah, il y a qui d'autre, pardon? Abderrahim. Ah, pardon, Abdelrahim. Ben oui, tu es tout en haut et en fait, je te vois. Voilà. J'allais attendre que je vous explique, collègue, que Raïm a un bureau juste derrière le mien. Donc, nous nous voyons constamment. Vas-y, excuse-moi. Non, mais surtout pour les collègues, Bien sûr. Candy et pour Alida aussi. Ma coloria, je crois qu'on se connaît surtout en ligne. Je suis Rahim Amraoui, je suis coordinateur national de programme migration. Je dis migration parce qu'il y a TAM+, il y a un projet GTIP sur les victimes de traite et un autre projet pour la protection et l'intégration des travailleurs migrants avec les Suisses. Et je suis point focal migration de main-d'œuvre à Merci. Merci beaucoup. Alors, donc je pense qu'on va pouvoir faire les choses de façon vraiment très flexible, vu qu'on est un petit groupe. Alors, certains d'entre vous ont déjà assisté à la présentation de ce matin en anglais. Donc, par nécessité, ça va être un peu répétitif, mais je vais peut-être pouvoir aller sur des choses aussi légèrement différentes pour compléter. Et puis, je ne sais pas aussi pour des raisons linguistiques. Et puis, ceux d'entre vous qui n'ont pas pu assister ce matin, j'espère que ça vous apportera des éléments utiles. Donc, politique nationale, où on verra pas seulement nationale, d'ailleurs, il y a des cadres régionaux, mais en matière de migration de main-d'œuvre. On va essayer de traiter de ce sujet. Normalement, est-ce que j'ai partagé? Non, je n'ai pas encore partagé mon écran. Donc, voilà. C'est juste le moment que choisissent nos voisins pour passer la tondeuse. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop d'interférences sonores là Vous n'entendez pas. Alors, c'est bien. Voilà, donc normalement, vous devriez voir mon écran avec la présentation.
Alors, je précise d'emblée que tout ce que nous faisons à l'OIT sur cette question a été rassemblé et en quelque sorte voilà, synthétisé avec une réflexion qui a tiré, qui a puisé dans ce qui venait du field et aussi de la littérature internationale. C'est Stamia qui a très largement coordonné ce travail. Et donc, c'est tiré du guide de l'OIT sur le développement des politiques de migration de main-d'œuvre. Je vais y faire référence constamment. Dans la fiche préparatoire à ce séminaire, je vous avais renvoyé d'ailleurs à cette lecture. Je vous avais aussi renvoyé à un autre document qui est un chapitre d'un ouvrage paru récemment sur lequel on s'arrêtera un instant. Malheureusement, uniquement disponible en anglais pour l'instant, mais que je vous encouragerai à lire parce que voilà, c'est une lecture qui, je trouve, est assez utile pour essayer de prendre un petit peu de hauteur et de voir l'ensemble de ce sur quoi on travaille dans ce domaine, qui est devenu un domaine croissant de manière, je dirais, presque exponentielle de notre travail de coopération au développement, avec des requêtes de la part de nos mandants et avec des attentes très, très fortes dans ce domaine. On va revenir sur tous ces aspects. J'essaye de faire avancer cette présentation. Donc, voilà. Voilà. On va y arriver. Donc, je vais aborder trois parties. Une partie introductive avec des définitions à partir desquelles on va travailler. Et aussi un point sur l'importance, à mes yeux, du contexte historique de vos pays, de vos sous-régions, de notre grande région Afrique, sur lequel je reviens souvent et donc ce sera, j'imagine, propice à des échanges et à des discussions. C'est vraiment pour nous donner l'opportunité de réfléchir et aussi de réfléchir de façon un petit peu plus théorique en partant des réalités empiriques sur lesquelles et avec lesquelles on travaille. Une deuxième partie sera entièrement consacrée à l'approche de l'OIT et au travail de coopération-développement, donc essentiellement tiré du guide, en reprenant toutes les étapes en fait de développement d'une politique nationale de migration de main-d'œuvre. Et puis la troisième partie, je ferai un peu le point sur tout le travail qui a été fait en Afrique. Je dis un peu parce que c'est quelque chose qui requerrait, je crois, un travail vraiment de fond, de recherche, on en parlera peut-être, mais c'est aussi pour essayer de recenser un petit peu ce qui se fait et puis voilà, d'avoir vos retours, vos expériences. Je suis au courant d'une partie de ce qui se fait, j'y suis impliquée moi-même en tant que backstoppeuse sur l'Afrique du Nord et la Corne, mais il y a beaucoup de choses qui se font sur les autres sous-régions que je n'ai pas forcément suivies de près. Samia venait de nous parler donc de la politique nationale de main-d'œuvre en Guinée qui est sur le point d'être achevée, si je comprends bien. Et donc voilà, ce sont vraiment des échanges, à mon avis, qui peuvent être très utiles à plein de niveaux différents entre les pays, sur les plans peut-être parfois bilatéraux, multilatéraux, au niveau des communautés économiques régionales, et puis aussi pour nous-mêmes, pour réfléchir de manière critique à notre travail donc de coopération au développement et d'appui à nos mandants. Alors, vous allez toujours bien? Vous êtes toujours là? Oui. Parce que je ne vois plus, voilà, comme tout à l'heure, hein, malheureusement, je ne vois plus l'écran avec les visages. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'arrêtez, vous n'hésitez pas. Voilà, vous êtes là, c'est bien. Donc, première partie introductive avec quelques définitions et dimensions historiques. Donc, je pars de cette définition de ce que c'est qu'une politique publique. Donc, vous remarquerez, pour ceux qui ont suivi la séance du matin, que je ne pars pas de la définition du Collins. J'aurais pu, mais je ne sais pas si c'est par méchanceté ou quoi, je plonge directement les francophones dans la théorie de la science politique en utilisant plutôt… en fait, ce qui est amusant, c'est que si vous cherchez politique tout court dans un dictionnaire de français, que ce soit le Robert ou le Larousse, vous allez pas trouver des choses qui correspondent au niveau du substantif.
Au niveau de l'adjectif, vous allez trouver différentes dimensions du politique, voilà, de manière générale. Mais la notion en français, il faut ajouter le qualificatif de politique publique pour qu'on se comprenne bien par rapport à l'anglais policy, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré directement aller puiser dans le dictionnaire des politiques publiques de Teunig, qui définit donc une politique publique comme relevant d'une intervention d'une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale. C'est important pour notre travail, ces deux dimensions-là, la puissance publique, la légitimité gouvernementale, sur un domaine spécifique de la société ou du territoire. Alors, c'est important parce que, oui, on travaille bien sur une dimension qui relève de la puissance publique, qui relève de la légitimité gouvernementale. On est dans un domaine avec on y reviendra, mais sur les politiques de migration de main-d'œuvre, un domaine éminemment lié à la souveraineté nationale. Parce qu'on est doublement à la fois dans l'accès au territoire et dans l'accès au marché du travail. Deux domaines qui sont évidemment souverains pour chaque pays. Et bien qu'on soit également imbriqué dans tout ce qui a trait aux relations internationales, de facto, la mobilité internationale implique les États, implique du multilatéralisme, du bilatéralisme, mais on est dans un domaine voilà, de souveraineté et c'est ce qui rend aussi un peu tout ce que l'on fait plus complexe et parfois qui crée des tensions que vous connaissez certainement bien entre ce qui relève voilà, du multilatéral, des règles des relations internationales, et puis ce principe fondamental de souveraineté. Alors, je rajoute donc une référence qui est celle de Thomas Dye, donc là c'est un auteur anglophone, sur la compréhension des politiques publiques. C'est un travail qui remonte déjà il y a un certain nombre de décennies, mais qui fait référence et qui rajoute un peu un niveau de compréhension et de complexité sur la question de ce que c'est qu'une politique publique, c'est ce qu'un gouvernement choisit de faire ou de ne pas faire. Et ça, c'est important parce que souvent, aussi bien au niveau de nos mandants qui ont une vision souvent très positiviste du droit, des politiques publiques, c'est un document, etc., que de l'ensemble des partenaires avec lesquels on interagit. Il est parfois difficile de parler de cette manière analytique. Mais nous, dans notre travail critique et de réflexion sur ce que l'on fait, nous savons très bien finalement que parfois on est confronté à des périodes d'inertie, de latence, qui peuvent être le fait d'impéricide, voilà, de désorganisation institutionnelle, etc., qui peuvent aussi être éminemment politiques. Et donc, de toutes les façons, quelle que soit l'option choisie, donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir à cette question de ce qui est choisi, faire ou ne pas faire est également constitutif d'un grand ensemble qu'on peut appeler politique publique. Donc j'espère que vous êtes tous encore là. Et donc je termine sur cette diapo consacrée aux définitions sur maintenant le processus. Donc, c'est important de ne pas considérer une politique publique quelle qu'elle soit, et celle dont on va parler comme les autres, comme quelque chose de dynamique et pas comme quelque chose de statique. Donc, c'est important de considérer qu'on est sur un sujet qui va impliquer un processus, c'est ce que nous disent Harlett et Cachot, donc 2014, un processus à la fois technique et politique, d'articulation et d'adéquation entre des objectifs et des moyens entre les acteurs d'une société. Et donc, ces politiques publiques, ce sont des actions qui vont contenir d'un côté des objectifs qu'on se fixe, ces fameuses mission, vision qu'on voit souvent en anglais, objectifs généraux, objectifs spécifiques, résultats, produits ensuite quand on va aller vers les plans d'action. Et les auteurs nous disent qu'ils soient bien ou mal identifiés, justifiés, articulés et formulés. Et donc là aussi, on voit que quand on essaye d'analyser avec un peu de distance, même ce qui est mal fait, même ce qui semble à nos yeux incohérent ou incohérent par rapport aux normes internationales du travail avec lesquelles évidemment nous travaillons,
c'est important de le prendre en considération et de ne pas forcément le balayer comme ça d'un revers de manche, mais d'en tenir compte, et on verra particulièrement dans les phases d'analyse situationnelle que toutes ces questions d'incohérence, de gap, ça joue un rôle important. Alors, si on en vient maintenant à notre sujet principal, donc qu'est-ce qu'une politique de migration de main-d'œuvre? D'abord, il n'y a pas de définition universellement acceptée, mais le travail qui a été fait dans le guide, ça a été que nous proposions en tant qu'OIT, en tant qu'organisation, une définition qui vaut ce qu'elle vaut, qui est évidemment ouverte à des compléments, à des critiques, à des ajustements, mais en tout cas, pour l'instant, c'est celle sur laquelle on s'est arrêté, on a essayé de proposer quelque chose. Et donc, c'est une définition qui a un but essentiellement pratique et qui est tirée de notre observation de terrain. Il s'agit d'un ensemble de lois, de règlements, d'objectifs et d'institutions. Donc, on garde cette vision assez holistique et non pas seulement textuelle, si vous voulez, qui fournissent un cadre pour réglementer et gérer la mobilité, le recrutement et l'emploi des travailleurs migrants à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et le cas échéant, leur retour. Et donc, c'est important parce que vous voyez que nous, ce qu'on propose, c'est très axé sur le fait du passage international, intérieur-extérieur du pays, la mobilité. Le recrutement, bien sûr, est central dans notre démarche, l'emploi, évidemment. Et puis, on prend en considération les travailleurs qui viennent, qui sont embauchés, recrutés à l'intérieur du pays et ceux qui vont être recrutés à l'extérieur, donc les deux dimensions auxquelles on est confronté dans notre travail sur ces questions. Et bien sûr, la question du retour, qui est importante pour nous à prendre en considération parce qu'on voit que, et on peut y revenir dans la discussion, mais elle est étroitement imbriquée à la question centrale et sur laquelle vous allez m'entendre inciter à de nombreuses reprises, qui est que la démarche de l'OIT, c'est vraiment essentiellement de placer la question de la fonctionnalité du marché du travail du pays qu'on considère au centre de notre préoccupation en matière de migration de main-d'œuvre. Et donc, du coup, la mobilité du travailleur, qu'elle soit entrante ou sortante, mais elle compte également dans la perspective d'un retour éventuel et donc d'une réinsertion socio-professionnelle dans le marché du travail. Donc voilà, après, une fois qu'on a dit ça, les formes peuvent être multiples. Donc on peut avoir des documents politiques autonomes, hein, un document qui s'appelle politique nationale de, etc. On peut avoir des sous-parties ou des sous-produits ou des axes stratégiques. D'autres politiques existantes, ça peut être une politique nationale migratoire dans laquelle il y a un volet politique nationale de migration de main-d'œuvre, ça peut être une politique de l'emploi dans laquelle il y a un volet mobilité internationale, ou bien ça peut être aussi le choix de ce qu'on appelle en anglais le mainstream, donc c'est-à-dire de l'intégration dans une série d'autres politiques publiques pertinentes. Je dis autres que principalement la migration et l'emploi, parce que ce sont les deux avec lesquels on va, au niveau, si vous voulez, sectoriel, on va interagir le plus directement. Ça va être la protection sociale, ça va être l'éducation, ça va être la formation professionnelle, ça va être les politiques de développement territorial, en fonction évidemment des contextes nationaux. Et bien sûr, ça peut être une combinaison des deux options. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une démarche de mainstreaming, d'intégration transversale dans un certain nombre de secteurs de politique publique et également développer un volet, alors sous la forme d'une stratégie ou d'une politique, ça va vraiment dépendre des partenaires nationaux, dédiés à cette question de la migration de main-d'œuvre. Voilà, ensuite, évidemment, c'est aussi un document ou une série de documents ou un corpus, on va dire, réglementaire qui va fournir des objectifs, qui va délimiter la portée, qui va délimiter des cibles, des moyens de mise en œuvre, une budgétisation, etc. Et puis, dernière chose, tout cela ne serait finalement pas grand-chose s'il n'y a pas de validation politique.
Et donc, malgré tout le travail et toutes les ressources qu'on peut mettre dans ce genre de démarche, de processus, et on le sait tous, hein, je pense, parfois, nos efforts d'ailleurs conjoints avec les partenaires nationaux, hein, et les experts, etc., sont réduits à pas grand-chose du fait de l'absence d'une validation politique. Et comme on le sait, comme d'ailleurs sur d'autres sujets, on peut avoir des politiques qui sont rangées au fond d'un tiroir et puis qui n'ont jamais de portée opérationnelle réelle du fait de leur non-validation. Et ça, c'est un défi pour nous. C'est un défi d'ailleurs dans le programme et budget, dans le cadre de notre résultat 6.4 et notamment notre indicateur 6.4.1, puisque ces politiques sont un des principaux résultats qu'on peut prendre en considération. Et c'est l'une des difficultés de validation du résultat qui est que la politique doit être formellement validée. Après, ça peut prendre des formes très différentes de validation selon les pays. Ça peut être à un niveau ministériel, ça peut être à un niveau gouvernemental, ça peut être à un niveau parlementaire. Mais voilà, la validation est une dimension évidemment importante. Et pour nous, effectivement aussi, l'inclusion des partenaires sociaux et leur validation de l'adéquation et de la pertinence de cette politique par rapport à leurs attentes. Voilà, est-ce que jusqu'ici, il y a peut-être déjà des questions ou des réactions? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on fait une première petite pause? Je vois pas de questions. Mais voilà, si les collègues, n'hésitez pas à réagir, hein. On est un petit groupe, alors pas hésiter. Voilà. Alors, maintenant, dernier point de cette première partie, la question de ce qu'il faut prendre en considération, on va dire de façon peut-être à un niveau plus analytique, en prenant un petit peu plus de distance avec notre sujet. Après, on va passer dans des choses très, très, très appliquées, très opérationnelles. Mais pour nous, en tant que groupe déjà, qu'équipe Afrique, et puis au niveau de l'ensemble de l'organisation, surtout dans la période actuelle où finalement on est obligé de réfléchir beaucoup de manière stratégique, moi je dis toujours que c'est important de regarder un peu derrière soi pour mieux regarder ensuite voilà, devant soi. Donc la dimension historique, elle est très très importante et en ce qui concerne donc la question de la migration de main-d'œuvre, c'est important de concevoir ce que beaucoup d'auteurs, et si certains d'entre vous sont intéressés, je peux vous renvoyer à pas mal de lectures. Il y a des gens en français comme Jean-Pierre Cassarino, je pense qu'il y a des travaux de Dehaze, de Becquel qui ont été traduits aussi en français. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a toute une réflexion depuis de longues années d'historiens, d'économistes sur la question des systèmes de migration de main-d'œuvre et de sortir un petit peu d'une analyse purement descriptive avec le pays A qui fournit telle main-d'œuvre au pays B pour tel secteur, etc., ou bien le pays A qui a un surplus démographique à une certaine période de son histoire et donc qui va assez naturellement donc avoir des effectifs de migrants qui vont aller chercher des opportunités d'emploi ailleurs parce que le marché du travail du pays d'origine est saturé, on va dire ça comme ça pour faire rapide. C'est un peu simpliste, si vous voulez, et beaucoup d'auteurs ont voulu regarder les choses dans la profondeur historique et se sont rendus compte qu'il y avait véritablement des régimes et des politiques migratoires en vigueur afférentes à ces régimes. C'est-à-dire qu'on a des systèmes migratoires dans lesquels on ne peut pas comprendre en fait les choses si on ne regarde pas un petit peu l'économie politique de ces systèmes migratoires. Et à partir de là, on comprend dès lors beaucoup mieux l'élaboration des formes de régulation, des administrations publiques qui les gèrent, des types de discours politiques aussi dominants à travers l'histoire de ces différents systèmes et régimes. Je donne quelques exemples de manière assez grossière parce que pour le faire correctement, il faudrait vraiment tout un cours pratiquement pour chacun d'entre eux, mais c'est fait par d'autres gens, par différents auteurs. Alors, dans notre région Afrique,
Il y a clairement un enracinement dans la période coloniale. Les administrations coloniales gérer la main-d'œuvre au profit des intérêts économiques de la métropole pendant évidemment des décennies, avec une complexité des orientations économiques, sectorielles, etc., très diverses dans la région. On distingue de façon, encore une fois, très grossière, en gros, un système lié aux besoins de main-d'œuvre de l'Europe. Alors, j'ai mis l'UE, pour être plus précise, il aurait fallu mettre l'Europe, ça aurait été plus juste vu la période considérée, mais période de forte croissance économique, période de guerre, Seconde Guerre mondiale, période de reconstruction après-guerre, premier choc pétrolier, etc. Donc, avec vraiment des fluctuations qui vont être liées à ces besoins et à ces dynamiques propres à l'Europe. Un système en Afrique australe qui va être d'abord très lié à la domination britannique, puis à l'apartheid en termes de modalités de gestion et d'accumulation, bien sûr, du capital minier, avec une périphérie des pays d'Afrique, donc d'Afrique australe, périphérie de l'Afrique du Sud, qui va venir nourrir, si je puis m'exprimer ainsi, en main-d'œuvre tout le secteur minier sud-africain pendant des décennies. Et des systèmes de plantation, ce qu'on appelle les systèmes de plantation liés antérieurement à la traite, à l'esclavage, au travail domestique, à l'économie de plantation, que ce soit le cacao, le café, je pense beaucoup à l'Afrique de l'Ouest pour le cacao, le café, le sucre dans une bonne partie de l'océan Indien. Et donc lié à des systèmes économiques qui fonctionnent de cette manière, avec les hauts et les bas aussi des marchés internationaux sur ces commodités, et puis aussi un système qui trouve ses origines dans l'esclavage et la traite lui aussi vers les pays du Golfe, et qui ensuite au fil du temps se transforme jusqu'à la période actuelle avec d'énormes besoins très importants, massifs, sur des périodes de temps très réduites, en main-d'œuvre pour le Golfe à tous les niveaux de compétences. Et donc, ce que je dis simplement, c'est que, pour comprendre comment les choses se transforment, quelles sont les dynamiques des politiques économiques qui sous-tendent ce sur quoi finalement nous, on travaille aujourd'hui, c'est important de comprendre d'où on vient. C'est important aussi de comprendre que les grosses différences qu'on a aujourd'hui de résultats, je devais donner un exemple très rapide, c'est souvent lié au type de gouvernance du travail qui existait entre la métropole coloniale et ses colonies et du type de contrat social qui a prédominé. Et je prends cet exemple qui est celui des conditions de travail et des formes de protection sociale qui existaient entre l'Afrique du Nord et l'Europe, notamment vers le secteur minier. Donc là, je parle des années depuis les années 30 jusqu'aux années, on va dire, 70-80, et des conditions mises en place dans le cadre du régime migratoire d'Afrique du Sud, donc des pays frontaliers vers l'Afrique du Sud, où on voit que la différence de régime politique, la différence de contrat social par rapport particulièrement à la question de la protection sociale et de tout ce qu'elle peut impliquer en termes de santé, sécurité au travail, de maladies professionnelles et donc de reconnaissance ultérieure, de droit à la retraite, etc., va avoir des résultats fondamentalement différents. Il ne s'agit pas d'idéaliser les modalités migratoires entre l'Europe et l'Afrique du Nord, mais quand même, la question de la protection sociale par rapport aux dimensions que je viens d'énoncer a eu des résultats relativement différents, mais aussi conditionne le fait qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de protection sociale pour les travailleuses immigrantes marocaines vers l'Espagne. Je pense à Naïma et au travail qu'elle fait dans le projet Wafira, d'une manière qui n'est pas possible entre les pays d'Afrique australe, ou peut-être Gloria me démentira, mais en tout cas, qui est beaucoup plus difficile du fait de systèmes de protection sociale très différents, pour ne pas dire encore timides et en émergence, et du fait que dans les secteurs productifs en particulier, les accords bilatéraux de main-d'œuvre
étaient déjà en fait conditionnés pour ne surtout pas couvrir les problématiques de maladies professionnelles, ce dès les années 60 jusque dans les années 80, et ce sont des cas, comment on dit en français, class actions, voilà, des procédures judiciaires, des recours judiciaires collectifs qui ont finalement voilà, permis l'obtention d'une certaine couverture et de certaines compensations, et absolument pas les régimes qui étaient en place à travers les accords bilatéraux de main-d'œuvre. Donc voilà, c'est pas pour dire, parce que notre collègue Aïda m'a dit non, c'est l'économie qui conditionne plus de choses, c'est pas pour faire une classification des facteurs fondamentaux. Je pense qu'il faut regarder les choses de manière holistique, mais c'est pour dire que vraiment de comprendre les systèmes dans lesquels notre travail actuel s'insère. Et donc là, je vous montre une carte qui est, voilà, c'est une carte de la Banque mondiale, University of Sussex, une carte qui date de 2006, ça date déjà un peu, mais c'est pour juste illustrer cette notion de système et régime migratoire. Évidemment, on ne peut comprendre la carte que si derrière, on se penche sur toutes les dimensions économiques, sectorielles, etc., que je viens de décrire. Donc voilà, c'est pour clore en fait cette première partie un peu plus analytique et réflexive, pour voir d'où on vient et pour mieux voir où on va. Et c'est un peu ce que je voulais qu'on envisage ensemble avec le texte donc, du chapitre 18 qui a été rédigé par Camilla Devitt dans ce bouquin qui est en fait, c'est une somme qui s'appelle Research Handbook on Migration and Employment, qui a été publiée l'année dernière et que je trouve très, très utile, dans lequel d'ailleurs il y a des chapitres sur l'Afrique. Il y a des chapitres voilà, sur les différentes régions du monde. C'est très, bon, c'est une somme de travail, donc il y a beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant, et en fait, j'ai essayé de trouver une publication récente de recherche qui fasse l'état des lieux un petit peu de la comparaison entre ces options de politique nationale de main-d'œuvre, de manière voilà, comparée. Et malheureusement, j'ai trouvé ce super bon chapitre que je trouve assez riche et intéressant, mais qui ne se concentre que sur les pays développés. Et donc, sur les pays sur lesquels nous travaillons, je n'ai pas trouvé de synthèse, si vous voulez. J'ai trouvé des travaux ciblés au niveau régional, quelques-uns, pas toujours, vraiment ciblés, analyse des politiques de migration de main-d'œuvre, aussi pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup de recul. Je pense qu'on pourrait en parler plus tard avec Samia. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le chapitre, je présume, a fortiori vu qu'il est en anglais, je pense que peut-être pas, mais je vous invite à essayer de le parcourir pour quelques points particuliers qui me semblent mériter une certaine attention. D'abord, la question de voir un peu les systèmes qui sont décrits, qu'elle en fait synthétise beaucoup, elle typologise en matière de degré d'ouverture ou non du marché du travail et de systèmes d'accès au marché du travail. Est-ce qu'on est dans des systèmes à points, comme dans la plupart des pays d'immigration anciennement coloniale, hein, ce qu'on appelle les settlers countries, ou est-ce qu'on est dans des systèmes plutôt liés à des systèmes de quotas, ou est-ce qu'on est dans des permis de travail attribués à travers ce qu'on appelle le test du marché du travail, hein, et donc là qui pose toute la question de l'interaction avec les services publics de l'emploi. Qu'est-ce qui domine et qu'est-ce qui va dominer dans notre région, dans nos pays ici en Afrique? Et donc je trouve que déjà ce questionnement il est intéressant. Ensuite, elle a un deuxième questionnement dans le papier. Et après, je m'arrête et je vous laisse la parole. C'est d'essayer de voir un peu ce qui caractérise les contextes nationaux. Est-ce qu'on est plutôt dans des écarts de discours entre ce qui est affiché dans la politique et ce qui est fait en réalité? Est-ce qu'on est plutôt dans des écarts d'implémentation, c'est-à-dire que on a des choses qui sont affichés en termes d'objectifs, et en fait les objectifs qui sont remplis sont autres,
ou ne sont pas du tout remplies, ou est-ce qu'on est vraiment dans des écarts en termes d'efficacité? C'est-à-dire que voilà, les choses sont en train d'être mises en œuvre, mais il y a vraiment, vraiment des goulets d'étranglement en termes d'efficacité. Quels sont-ils? Et donc ça, voilà, je trouve que c'est des questionnements un petit peu intéressants pour que nous aussi, on situe notre action à un niveau le plus pertinent possible. Après, voilà, il y a toute la question de la convergence. Est-ce qu'on est dans une période de convergence elle conclut à une libéralisation. Alors, le papier, il a été écrit certainement en 2023. Je pense que voilà, avec la politique actuelle de Trump, elle aurait peut-être une tendance différente aujourd'hui qui émergerait. Mais voilà, est-ce que voilà, il y a ces autres questions. Et puis, dernière question que je trouve intéressante pour notre réflexion, c'est est-ce qu'il y a des formes d'émulation entre pays africains? Quels sont les modèles influents parmi nos pays? Est-ce qu'ils vont chercher des modèles de ces politiques nationales de migration de main-d'œuvre plus vers les pays européens, plus vers des modèles internationaux de type, voilà, un peu ce que nous, on va leur proposer, plus vers les cadres africains, Union africaine ou le voisin, voilà, celui qui est le plus avancé dans la région. Quels vont être vraiment les cadres d'émulation? Nous, par exemple, en Afrique du Nord, on a parlé aux Marocains quand ils ont voulu démarrer le processus en 2022 de ce qui avait déjà été entamé, par exemple, en Tunisie. Bon, voilà. Donc, quels sont les modèles et qu'est-ce qui est le plus, à quoi est-ce que nos mandants sont les plus sensibles en termes de modèles sur cette question des politiques nationales de main-d'œuvre? Donc voilà, je vous invite maintenant voilà, à réagir, à poser des questions, à commenter, avant qu'on se tourne vers le manuel, enfin le guide propre à l'OIT. Aurélien, si je peux me permettre, bon, j'ai pas vu de main levée des collègues, mais moi j'aurais très envie d'intervenir et de te poser peut-être une question ou d'avoir une réflexion conjointe avec les collègues. Mon sentiment sur l'élaboration des politiques aujourd'hui dans la région, c'est qu'il y a quand même une gestion de la complexité et peut-être un mixte je dirais, de contextes qui font que ces politiques, elles ont peut-être du mal, effectivement, après, dans la mise en œuvre à être effectives. Et en fait, je fais référence un tout petit peu on est dans des systèmes d'intégration au niveau régional. Au niveau du continent Afrique, il y a toute cette volonté d'aller vers un espace de libre circulation. On a de nombreuses sous-entités au niveau de la CEDEAO, au niveau de IGAD, de East Africa, de SADC, etc. Et on est un peu dans un conflit où, d'un côté, il y a vraiment une motivation, une volonté politique au niveau continental et sous-régional de faciliter la libre circulation, et dans le même temps, au niveau pays, une inquiétude de devoir gérer à la fois la migration vers l'extérieur de ses propres nationaux, souvent soit dans la sous-région, soit en dehors du continent, vers l'Europe ou vers les pays du Golfe, et c'est deux réalités complètement différentes, avec deux systèmes probablement encore différents. Et en même temps, le besoin ou finalement l'état de fait qu'ils doivent aussi accueillir des migrants dans des secteurs spécifiques. Et c'est toute cette complexité-là que parfois les politiques ont du mal à saisir véritablement et à être suffisamment flexibles pour prendre en considération ces différentes réalités, en tout cas de ce que je vois, parce qu'il n'y a pas forcément une bonne analyse du contexte aussi, et des différents contextes. Et puis, il y a toute la question qui, je pense, qu'on va devoir traiter à un moment donné, c'est aussi la question des réfugiés. On n'en parle pas, ou très peu, dans les politiques de migration de main-d'œuvre. Et pourtant, bien souvent, ils sont dans le marché du travail aussi, ils sont non nationaux, nos standards les couvrent. Et donc, comment on n'a pas, dans le cadre de notre guide,
aborder cette question-là. J'en ai touché 2 mots avec Héloïse. Et on n'a pas cette approche de l'intégrer systématiquement. Mais comme on est dans des flux mixtes, dans beaucoup de sous-régions, il y a peut-être aussi cette nécessité-là de trouver un peu le moyen aussi d'intégrer cette question-là de façon plus spécifique. Et je m'arrêterai là, et je vois que Lanciné a également levé la main, ainsi que Naïma et Rahim. Est-ce que tu veux répondre, Elia, ou je laisse les autres poser leurs questions et on revient après dessus? Non, parce que je souscris à tout ce que tu viens de soulever, donc pleinement. Donc, que les D'accord. collègues. Voilà. Alors, je donne la parole à Lanciné. Merci Samia, merci à notre collègue pour la présentation. Pratiquement, c'est un petit commentaire, c'est pas une question en tant que telle. Pour dire que la difficulté aujourd'hui, c'est le fait que on est en face d'une situation où le contexte est en perpétuelle mutation. Si, par exemple, on se réfère au contexte guinéen, on a une politique nationale de la migration depuis 2020, mais dans l'espace de 4 ans, le contexte guinéen a complètement changé. Avec le boom minier, aujourd'hui, la méfiance des autorités, ce boom minier est lancé, ça ne fait même pas 4 ans, qui change complètement le contexte où on a beaucoup de non-nationaux qui arrivent quand même pour travailler dans les grands chantiers miniers. Mais nous ne disposons pas toute la politique et toute la stratégie nécessaire pour gouverner ce flux qui arrive. Si hier on était dans la politique de 2020, on était tourné vers comment accompagner nos compatriotes qui partent par exemple dans la CEDEAO, nombreux dans l'espace CEDEAO, par exemple, nombreux au Sénégal et en Côte d'Ivoire dans le secteur du travail domestique, de l'agriculture. Avec ce changement-là, finalement, on se rend compte que on était en train de mettre le focus sur un point de la problématique de migration de travail et l'autre nous échappait quand il s'agit des étrangers qui arrivent en Guinée. C'est pourquoi il est important que dans notre démarche, qu'on associe une approche plus corridor. L'approche corridor, par exemple, entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et la Guinée, peut-être sont des actions, si on parvient à mettre des réseaux, on a les mêmes réalités, on a les mêmes types de problèmes. Si on parvient à mettre une approche corridor, ça nous permettra de résoudre un certain nombre de problèmes et gérer de façon plus cohérente et équitable la problématique de migration de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire dans l'agriculture et le travail domestique, mais il y a beaucoup de Burkinabés aussi qui sont dans le secteur des mines ici en Guinée. Donc, ça change un peu et on n'est pas préparé à ce petit changement. Merci, c'est ce petit commentaire que je voulais apporter. À vous. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un exemple très intéressant et finalement, donc cette transformation, ce boom minier et comme ça très rapidement le passage d'un pays plutôt d'origine à un pays qui devient de destination et avec tout ce que ça implique à gérer. Et finalement, je trouve que c'est un exemple qui milite parfaitement en faveur de notre approche de développement de ces politiques qui doit être non pas à courte vue, et comme vous le disiez il y a un instant, c'était qu'on couvrait qu'une petite partie de la problématique, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une vision un peu plus large et de se dire, tiens, si on fait une politique nationale, on ne la fait pas pour les 2 ans qui viennent, on la fait peut-être pour les 5 ans qui viennent, elle pourra être révisée, mais il faut qu'elle ait des fondamentaux qui nous permettent de voir venir des tas de transformations qui peuvent être extrêmement rapides. On peut aussi penser parfois aux chocs climatiques qui peuvent induire comme ça parfois des renversements de flux, etc. Et puis la question de l'approche corridor,
moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, et pour revenir à ce que disait Samia précédemment, je partage complètement ton constat sur le fait qu'on a ces niveaux de gouvernance. Donc, bon, pacte mondial, on a, sans même parler de nos normes, hein, mais pacte mondial, on a donc cette zone de circulation, libre circulation au niveau de l'Union africaine, et puis donc les protocoles de circulation spécifiques de chaque communauté économique régionale, quand il y en a. Nous, on est dans une des sous-régions où il n'y en a pas vraiment, quoi, donc bon, mais effectivement. Et puis ensuite, les problématiques nationales très particulières qui donnent cette complexité que tu as décrite. Et l'approche corridor, ce que je trouve intéressant, c'est elle nous permet peut-être d'entrer en matière et d'agir de façon très pragmatique, très directement dans la protection des travailleurs. Et d'être un petit peu moins dans la théorie que ce qu'on voit souvent dans le travail qu'on peut faire au niveau, voilà, par exemple, des cadres des communautés économiques régionales ou des cadres régionaux. Voilà, c'est juste une réaction. Et merci beaucoup. Merci Lanciné, merci Aurélia. Naïma, s'il te plaît. Merci Samia, merci Aurélia. Moi, j'étais en train de relire la question 2. Donc, c'est les écarts de discours d'implémentation et d'efficacité. En fait, j'ai pas lu l'article, désolé, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est le cas du Maroc, justement, où on était donc un pays qui envoyait de la main-d'œuvre vers l'Europe, surtout. Et maintenant, depuis quelques années, on devient aussi un pays d'accueil qui accueille beaucoup de main-d'œuvre, enfin, beaucoup de migrants et donc qui s'installent au Maroc et qui forcément ont besoin de travailler pour survivre. Je pose une question indirectement, c'est que je sais que par exemple au Maroc, il y a toute une procédure pour la régularisation, pour offrir les visas de travail pour les migrants au Maroc. Que ce soit les Marocains qui partent à l'étranger, que ce soit les étrangers qui viennent travailler au Maroc. Il y a toute une procédure et pour les étrangers qui viennent travailler au Maroc, normalement, il faut que ce soit dans des postes qui ne peuvent pas être occupés par des nationaux, c'est-à-dire que c'est des compétences qu'on n'a pas au pays, etc., sauf pour quelques métiers secteurs bien régularisés ou pour quelques pays où il y a des conventions bilatérales. Ce qui se passe, c'est que on le voit bien, même si j'ai pas de statistiques ni rien, mais on le voit bien, c'est qu'il y a énormément de Marocains qui partent travailler à l'étranger sans passer par ces services-là, puisqu'il n'y a pas de documents requis et on se retrouve à un certain moment avec ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadres marocains qui partent soit en Europe, soit vers le Canada et ça pèse sur le pays parce que, par exemple, à un moment, c'était les médecins, les informaticiens. Il y a des besoins au Maroc, mais les gens, ils préfèrent aller travailler à l'étranger. Et on a donc des étrangers qui s'installent au Maroc, mais qui sont là, qui peuvent occuper des postes, euh, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas une compétence rare au Maroc. Mais je ne sais pas au niveau du gouvernement comment ça se passe. Est-ce que ces personnes-là, on peut quand même les régulariser pour le fait qu'ils sont installés au Maroc, qu'ils peuvent avoir les mêmes droits, ou est-ce que on reste sur les textes qu'il y avait avant, c'est que tant qu'on n'a pas un besoin, tant que c'est pas un profil rare, on ne peut pas accorder donc le visa de travail. Je ne sais pas parce que personnellement, je ne suis pas je travaille pas sur le dossier de migration, mais je pose la question, je réfléchis à tête à haute voix et peut-être que Aurélia ou Abdelrahim peuvent répondre. Merci. Merci Naïma. Bon, je ne vais pas forcément faire une réponse trop longue parce que peut-être qu'on peut avoir un bilatéral et puis surtout Raïm peut apporter tous les détails. Ce que je dirais simplement, c'est que le Maroc a un système qui est très similaire finalement au système qu'on voit dominant dans beaucoup de pays européens, notamment la France, qui est l'opposabilité du marché du travail. C'est comme ça qu'on appelle ça.
Donc, en fait, la délivrance d'un permis de travail à un étranger au Maroc se fait une fois que le test d'opposabilité rempli ou pas. Et donc, il y a une procédure officielle, à la fois, indépendamment des demandes de visa d'entrée sur le territoire, hein, mais je parle de permis de travail, qui est en partie digitalisée par la plateforme Taeshir et ensuite avec une demande justement d'autorisation de l'ANAPEC. C'est finalement l'ANAPEC au Maroc qui fait le test d'opposabilité. Et puis après, il y a une espèce de boîte noire qu'on ne connaît pas dans tous ces détails précis au niveau du ministère qui délivre donc les permis de travail. Pour l'instant, c'est ça la situation officielle au Maroc. Et on a par ailleurs une population de travailleurs migrants qui ont été régularisés en plusieurs vagues, environ 54-55 000 personnes autour des années 2014, 2015, 2016. Il y a quelques régularisations, semble-t-il, au fil de l'eau. Et en plus, il y a également les réfugiés qui ont l'accès officiellement de droit sur la délivrance de leur carte de réfugié au marché du travail. Mais la réalité, évidemment, est beaucoup plus complexe. La réalité, c'est qu'on a une population d'étrangers qui ont été régularisés et qui aujourd'hui ne le sont plus, donc qui se retrouvent dans des situations d'irrégularité parce qu'ils reviennent dans le système de l'opposabilité du marché du travail, et ça c'est le cas de beaucoup de personnes dans des professions peu qualifiées. On a une population d'irréguliers qui grossit, alors encore, je n'ai pas de chiffres, hein, mais là aussi on a plusieurs indicateurs qui nous, de manière, on va dire, empirique et anecdotique, mais qui quand même reflètent une réalité, qui nous montre qu'il y a une augmentation de cette population du fait que le système d'opposabilité du marché du travail reste figé et rigide. Raïm peut te parler de toutes les tentatives d'un certain nombre d'acteurs pour essayer d'interpeller le gouvernement sur cette question. Et par ailleurs, on a aussi cette réalité que tu as décrite de fuite des compétences, etc. Donc, on est dans une situation qui est assez figée. Et toutes les politiques qui sont figées, à un moment donné, elles sont dans une inadéquation croissante avec la réalité des dynamiques du marché du travail. Alors, ça peut être une résorption, parfois, mais en matière de marché du travail, il faudrait qu'il y ait des gros retours ou qu'il y ait des... Enfin, voilà, il faudrait qu'il y ait des gros mouvements, mais on n'est pas dans ça. On est dans des besoins croissants. On est dans... un paradoxe qui est qu'il y a une problématique de chômage structurel, mais qu'en même temps, il y a des professions dans lesquelles les nationaux ne veulent plus s'impliquer, semble-t-il, encore que tout ça mériterait certainement des recherches plus approfondies. Mais on est dans un système de délivrance des permis de travail et donc d'accès au marché du travail qui est figé. Donc, on ne peut aller que vers une augmentation de l'irrégularité dans la configuration actuelle. Enfin, voilà, je suis sûre que Raïm va te répondre beaucoup plus en détail et voilà. Merci. Abdelrahim, tu veux réagir? Excuse-moi, c'est chercher le micro. Non, mais c'était plutôt une réflexion, mais je crois que entre les différentes réflexions et les retours aussi d'Aurélia, je ne crois pas que je vais vraiment dire grand-chose, mais je voudrais pas juste peut-être enfin interagir avec ce que vous disiez par rapport à la question du décalage entre le discours officiel et la réalité de la mise en œuvre, de l'implémentation ou de l'efficacité effectivement des politiques migratoires. Et je voudrais m'appuyer sur le Maroc, où on sait très bien que historiquement, ça fait maintenant une dizaine d'années que le Maroc a lancé tout un mouvement, j'ose le dire, de politique migratoire marocaine.
qui finalement restait, enfin, comment dire là, dans le tiroir, en quelque sorte. On parlait de la fameuse SNIA et la fameuse stratégie nationale des Marocains du monde. Et finalement, on s'est rendu compte que le Maroc l'a utilisé plutôt pour des raisons plutôt et objectifs géopolitiques, où le Maroc voulait effectivement réintégrer l'Union africaine. Et quand on voit la réalité de Tira, comme tu disais, Naïma, c'est que, comme aussi elle a confirmé Aurélia, c'est qu'on se trouve effectivement avec une gestion carrément chaotique de flux migratoires lui-même, entrant, je veux dire, hein, surtout des ressortissants des pays africains voisins, où on s'est trouvé avec une campagne de régularisation qui finalement n'a pas été vraiment très efficace parce que la majorité de ceux et celles qui ont été régularisés et sont maintenant tombés dans l'irrégularité pour ce qui est effectivement de l'opposabilité effectivement dont tu parlais, Aurélia, la question aussi de l'intérêt du Maroc et son sérieux par rapport à la question par rapport à la gouvernance de la migration elle-même. Et ça me ramène à revenir sur cette fameuse stratégie nationale de mobilité professionnelle, SNPI. Je crois avec Aurélia, on a vécu vraiment de toutes les couleurs. Le discours officiel lui-même de vouloir promouvoir la gouvernance de la migration de main-d'œuvre, de la mobilité professionnelle à l'international. Et là, je crois qu'on a lutté en tant qu'OIT pour que les porteurs, les politiciens ou les politiques porteurs de ces discours, en l'occurrence le ministre de l'Emploi, puisse et toute son équipe puisse vraiment intégrer aussi la dimension aussi entrant, c'est pas seulement sortant des Marocains à l'étranger, mais aussi les immigrés et les réfugiés enfin, qui est arrivé au Maroc, pour qu'on puisse prendre cela en considération dans ce qu'on appelle la stratégie nationale de mobilité professionnelle internationale. Et c'était avec beaucoup d'efforts et vraiment fournis pour qu'ils puissent comprendre cette réalité, effectivement, d'avoir une politique nationale qui soit à la fois valable pour les flux entrants, les flux sortants enfin, en termes de migration. Après, ça me ramène aussi à une autre réalité aussi qu'on a vu aussi, c'est c'est une émulation effectivement comme tu disais Aurélia, de politique où on se trouve avec le Maroc qui s'intéresse plutôt à l'image de marque de Maroc, Made in Morocco, à la question de positionnement, mais par rapport principalement aux pays voisins comme la Tunisie, par exemple, en matière excuse-moi le terme, entre parenthèses, d'exportation des compétences à l'Union européenne. Et ça me ramène à notre réflexion, peut-être qu'on pourrait aussi détailler après, la question effectivement de la logique de l'offre et de la demande. Actuellement, dans ce qu'on est en train de travailler avec le Maroc et principalement dans le cadre de forums sur les compétences et sur les secteurs de talent partnership, on est plutôt dans cette logique de offre et demande, et une demande de la main-d'œuvre de l'Union européenne qui est très sélective et qui cherche effectivement des compétences peu qualifiées dans des secteurs comme le transport ou le tourisme, par exemple. Et cette logique aussi d'offrir des compétences par le Maroc à travers la NAPEC, effectivement pour un objectif carrément interne qui est l'atténuation effectivement de taux de chômage au Maroc à travers effectivement peut-être la promotion de cette mobilité à l'international. Voilà, ce sont en fin de compte des éléments de réflexion. Je ne voulais pas revenir sur ce qu'a dit Aurélia et ce qu'ont évoqué les collègues aussi en matière de pays comme le Maroc ou peut-être la Tunisie aussi à un certain niveau, qui sont devenus enfin des pays plutôt de destination alors que c'est juste des pays de transit principalement. Je m'arrête là, merci. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des éléments vraiment très, très utiles. Et je voudrais juste terminer par le point que Samia, tu as soulevé sur les réfugiés. Je suis tout à fait d'accord avec toi que cette problématique de l'inclusion de la catégorie réfugiés et voire éventuellement aussi demandeurs d'asile, hein, dans les politiques qu'on développe, c'est une problématique très épineuse et très réelle de notre travail.
Ça m'étonne d'ailleurs que personne ne nous ait demandé pourquoi ça ne figure pas dans le guide. Bon, peut-être que personne ne l'a lu, donc c'est pour ça que les gens n'ont pas prêté attention. Mais enfin, moi, dans tous les processus auxquels je contribue à l'heure actuelle, par exemple, cette question de l'inclusion des réfugiés se pose. Et sur l'Afrique du Nord, on a dû vraiment tenir bon, etc. La bataille n'est pas gagnée, loin de là. J'avais encore hier une discussion avec Myriam sur la Tunisie, sur le fait que ça risque d'être très difficile d'inclure cette catégorie. On va essayer de le maintenir. Raïm le sait, sur le Maroc, rien n'est joué encore et on va voir ce qui se passe cette année. Pourtant, il y a au Maroc quelque chose de très intéressant et innovant qui est que dans le cadre de la SNIA, donc la Stratégie nationale immigration et asile qui date de maintenant plus d'une dizaine d'années, cette affirmation d'inclusion des réfugiés était présente et nous a permis, par exemple, de faire le plaidoyer, mais même d'inclure très concrètement cette population dans le travail qu'on fait, par exemple, avec l'ANAPEC, donc le service public de l'emploi. En tout cas, on va dire à un niveau officiel et théorique, qui est encore trop récent pour juger dans l'application et avoir des retours chiffrés, par exemple, pour l'instant. Mais en tout cas, c'est déjà là et c'est bien. Maintenant, au niveau de la politique nationale, je pense que là aussi, il faudra qu'on soit voilà, très diplomate et qu'on voit comment on manœuvre pour conserver cette dimension. En Égypte, à l'heure actuelle, on est en plein dans ce débat, puisque l'Égypte a adopté une nouvelle loi sur l'asile qui a été adoptée sans consultation des partenaires internationaux, etc., qui donne officiellement dans ses articles 18 et 19 l'accès au marché du travail pour les réfugiés légalement reconnus, etc., et documentés, aussi bien en tant que salariés qu'en tant qu'entrepreneurs. Et professions libérales également, mais en soumettant évidemment les professions libérales à la réglementation des professions libérales. Mais c'est quand même très intéressant. Et maintenant, on est en pleine refonte de la politique nationale de l'emploi en Égypte. Et donc là, va se poser la question de l'insertion de la catégorie réfugiée dans la politique nationale de l'emploi. Et ce qui est amusant, ou je ne sais pas si c'est amusant en fait, mais c'est que parfois on gagne la bataille sur un front, parfois on ne gagne même pas la bataille. L'inclusion des réfugiés sur le marché du travail dans la loi sur l'asile égyptienne, honnêtement, ni le HCR, ni l'OIM, ni nous n'avons bataillé pour que ces articles soient inclus. Donc c'est venu d'autres canaux, etc. Tant mieux. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, dans la politique nationale de l'emploi, nous ne sommes pas sûrs de réussir à faire passer cette dimension, parce que là, on passe d'un niveau juridique quasi abstrait à une mise en œuvre pratique et qui va devenir de plus en plus opérationnelle, puisque qui dit inscription dans la politique nationale de l'emploi dira plan opérationnel de mise en œuvre, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour dire que cette question, elle est vraiment épineuse. Mais moi, ma position, c'est que vraiment, je pense qu'il faut tenir sur ce front-là, parce que de toutes les manières, si on ne le fait pas, ça va revenir. À un moment donné, on va avoir des situations de réfugiés, particulièrement dans les pays où il y a des grands effectifs, qui vont être ingérables si ça n'est pas réglementé, légiféré et prévu aussi bien au niveau du cadre législatif que des politiques. On va revenir et on va nous rappeler dans 10 ans pour nous demander d'intervenir et d'appuyer, etc. Donc, je pense qu'il faut, dans notre rôle, et puis on a la recommandation 205. Et la recommandation 205, quand même, voilà, nous donne des possibilités de plaidoyer en faveur de l'inclusion. Donc voilà, donc, bon, je pense que c'est une question sur laquelle il faut rester très vigilant, mais ça n'est pas facile. Et je crois que j'y répondais aussi ce matin en disant... nos directeurs aussi ont une responsabilité politique dans le fait d'appuyer sur ces questions-là, aussi bien le tripartisme et d'avoir des processus inclusifs des partenaires sociaux, d'avoir des processus tout à fait, comment dire, axés sur l'égalité de genre,
et d'avoir l'inclusion de populations plus vulnérables encore que les migrants tout seuls, que sont les réfugiés et demandeurs d'asile. Donc voilà, moi enfin, je sais pas, en tout cas, moi, c'est la position que j'essaye de faire valoir, mais c'est pas toujours gagné. Non, mais c'est très bien et c'est effectivement quelque chose qu'on doit, je pense, sur lequel on doit continuer à avoir une réflexion. Dans le cadre du guide, il y a bien sûr des références aux principes directeurs et enfin, je ne sais plus exactement le titre, mais tu sais, sur l'intégration des réfugiés dans le marché du travail, qui avaient été élaborés en 2016. Oui. Et puis des références par rapport à nos normes qui incluent les réfugiés lorsqu'ils sont dans le marché du travail. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de façon intentionnelle, peut-être aussi parce qu'il y a un manque de discussion au niveau national de nos collègues, ou qui, peut-être parce que les ministères n'y font pas référence, ou qui considèrent que ce n'est pas forcément dans leur portefeuille selon à qui on s'adresse, qui est impliqué dans le processus d'élaboration de la politique migratoire. Mais c'est vrai que je pense qu'on doit avoir, nous, une attitude plus proactive et sensibiliser sur ces questions-là aussi. Et donc, je pense qu'il faut qu'on, ce sera la prochaine étape. Je pense que dans le guide, il faut aussi qu'on donne peut-être un peu plus de direction à nos collègues sur comment aborder ces questions-là. Ça va au-delà de la politique migratoire. Même nous, dans nos discussions au niveau du siège, dans le cadre du conseil d'administration, dans les discussions des conférences, c'est toujours plus sensible. Déjà, c'est sensible la question migratoire, mais quand on aborde la question des réfugiés, c'est très sensible et il y a toujours le questionnement de pourquoi le BIT s'immisce dans ces questions-là. Nous ne sommes pas le HCR, mais nous avons la légitimité d'être le BIT sur les questions de marché du travail pour travailler sur ces questions-là. Mais nos mandats sont très frileux. En interne, il y a un travail à faire au niveau de nos spécialistes emploi. Ah oui, tout à fait aussi, oui. Certains sont déjà convaincus de la chose. Nous, on a la chance de travailler ici avec Roland Sarton qui est convaincu de la chose sur cette question. D'autres, pas du tout. Et alors, tu as déjà du mal à faire passer la dimension migratoire, tout court, par exemple, dans une politique de l'emploi. Et tu sais très bien que si tu rajoutes à la discussion la dimension réfugiée, tu risques de te trouver face à un refus. Donc, en fait, parfois, c'est une espèce de négociation comme ça et on essaye de ménager un minimum de choses. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail interne à faire de discussion et de socialisation de nos collègues de employment sur ces questions-là. A worker is a worker. Un travailleur est un travailleur. Pour moi, c'est la base de la discussion. Il n'y a rien d'autre à avoir. Tout à fait. Juste pour rappel, il nous reste à peu près 15 minutes et en plus, on a une autre réunion juste après, Aurélia. Alors, peut-être un petit peu comme je l'ai fait ce matin. Ça ne veut plus avancer. Attendez, excusez-moi, il faut que je change de fenêtre. Juste peut-être, parce que je pense que quasiment tous les collègues, à part peut-être Majida, se sont connectés ce matin également, non? Si je ne me trompe pas. Ou est-ce qu'il y en a certains qui n'étaient pas là du tout ce matin? Non, on était là les trois. Oui, donc peut-être ce que je Il y a juste pourrais suggérer, qui n'était pas là ce matin. Il y a qui, pardon? Je pense que il y a Lanciné Condé ce matin qui n'était pas là. Il était là aussi, je crois. Ah bon, pardon. Alors c'est moi qui. Je voyais pas tout le monde ce matin, donc. J'étais là. Donc peut-être ce serait, je ne sais pas ce que tu en penses, Aurélia, mais on pourrait peut-être leur demander, comme ils ont vu un petit peu les diapos passer ce matin, s'il y a certaines sections, certaines parties que vous voudriez revoir parce que en anglais c'est passé un peu vite et qu'il y a des choses plus particulières que vous voudriez aborder. Et aussi parce que vous êtes notamment, je sais, Lanciné, tu es dans la finalisation de la stratégie et dans l'élaboration du plan d'action pour la Guinée. Et à l'IDA aussi, il y a eu tout ce travail avec la Côte d'Ivoire. Si vous avez des questions spécifiques ou des problèmes auxquels vous avez été confrontés et que vous voulez
avoir un échange pour peut-être trouver des solutions ensemble. Voilà. N'hésitez pas, peut-être Aurélia, tu peux passer un peu les slides et puis réagissez et dites-nous, voilà, comme vous voulez. Vas-y, Lanciné, s'il y a des choses en particulier que vous vouliez revoir. Oui, merci Samia. Et effectivement, comme vous le savez, le processus d'élaboration de la stratégie nationale de migration de main-d'œuvre en Guinée a été techniquement validé. Maintenant, on est en train de faire toute la sensibilisation pour que ça puisse être validé de façon politique. Là, à ce stade-là, le document est transmis, même si on a fait tout ensemble. On a appuyé, le ministère a tout fait, les ministères sectoriels impliqués, mais à ce stade que le document est à leur niveau pour la validation institutionnelle, où ils ont promis, par exemple, de faire passer en conseil de ministres, de faire un arrêté ou quoi que ce soit. À ce stade-là, qu'est-ce qu'on nous conseille pour continuer à bousculer, pas forcément bousculer au vrai sens de bousculer, mais à les amener vraiment à faire valider cette stratégie. Parce qu'il y a un grand travail de sensibilisation. Souvent, c'est à ce stade-là où vous pouvez faire tout le travail. C'est ce dernier point-là où ça peut traîner, même s'ils sont d'accord sur tout ce que vous avez fait, parce que c'est les techniciens qui avaient contribué au processus largement participatif. Juste peut-être, Lanciné, parce que j'ai rencontré la délégation de la Guinée et le ministre la semaine passée. On n'a pas eu le temps de faire un débriefing là-dessus. Mais effectivement, donc j'ai mentionné la nécessité de la validation politique. Il m'a dit que d'après lui, ça devrait arriver d'ici 1 à 2 mois. Il voudrait organiser une réunion de haut niveau, peut-être avoir l'appui. Donc ce que j'entends de la part du ministre, c'est que, et c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas discuté, Aurélia, et qui est importante aussi, c'est que le ministère du Travail vis-à-vis le ministère des Affaires étrangères n'a pas nécessairement le même poids au niveau du gouvernement. En Guinée, on a une politique de migration au niveau national qui a été élaborée en 2020, et là, c'est une stratégie de migration de main-d'œuvre. Si j'ai bien compris, pendant ce processus-là, il y a eu quand même un questionnement sur l'utilité d'une stratégie de migration de main-d'œuvre qui était vraiment portée par le ministère du Travail. Questionnement qui est intervenu de la part probablement du ministère des Affaires étrangères, mais Lanciné, corrige-moi si je me trompe, c'est ce que j'ai cru comprendre du ministre. Et effectivement, lors de ces validations de haut niveau, ils aimeraient avoir le soutien à un certain niveau du BIT aussi, pour montrer l'importance de cette stratégie qui vienne compléter la politique de migration nationale, puisque le contexte a évolué, etc. etc. Est-ce que je me trompe, Lanciné? Tout à fait, non, c'est exactement ça. Même si tous les ministères sectoriels, le ministère du Travail, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Emploi ont contribué à ce processus, mais la question aujourd'hui est que, en fait, c'est à la dernière minute que le ministère des Affaires étrangères a cédé, parce qu'ils estiment que dès que c'est associé au concept de migration, que ça devait être géré par les affaires étrangères. Donc, ils ont accompagné le processus, mais ils estiment toujours que c'est eux qui doivent porter l'action. Je pense que c'est effectivement tout ce que tu viens de donner en détail. Mais tout a été fait ensemble, parce que chacun d'eux a largement contribué au processus. Donc, je ne sais pas si, Aurélia, dans ton expérience, il y a eu des moyens pour résoudre ce type de, finalement, j'allais dire de power imbalance, en gros, et de sensibilisation, oui, aussi. Il n'y a pas de méthode miracle. Chaque configuration nationale et chaque configuration temporelle aussi va être très différente. Ce qui va être vrai aujourd'hui en Guinée ne le sera peut-être pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, c'est très difficile, mais je dirais qu'il y a quelques éléments qui peuvent aider. D'abord, dans un monde idéal, cette stratégie de validation, il faudrait que le ministre il l'ait déjà eu en tête quand il a déclenché les choses.
si c'est un bon ministre et si c'est un bon homme politique, il devrait savoir manœuvrer les choses et surtout le faire à son avantage. Bon, la réalité, on sait que c'est parfois beaucoup plus complexe et on sait effectivement que les ministères de l'Emploi et les ministres du coup de l'Emploi et du Travail sont souvent sont d'un poids politique moindre par rapport aux affaires étrangères, à l'intérieur, chefferie de gouvernement bien sûr, etc. Donc il y a ce rapport de force qui est à prendre en considération. Moi, je dirais déjà qu'il faut qu'il y ait un narratif. Il faut qu'il y ait un narratif, c'est-à-dire qui insiste sur la pertinence, le bon timing, la complémentarité et non pas la duplication avec les politiques et cadres existants, le fait que ça va être un levier de l'action gouvernementale. C'est pour ça que la cohérence avec la politique de l'emploi en particulier, elle est très, très importante. De montrer que et surtout de mettre les choses sur le terrain de l'emploi, justement pour éviter l'interférence de tout le champ sécuritaire lié en général à la migration dès qu'on prononce le mot migration. Donc vraiment de tirer les choses sur le terrain de l'emploi, du développement des compétences, de l'anticipation des besoins en compétences, des développements sectoriels de l'économie, tirer vraiment voilà, parce que là aussi, on se trouve devant des interlocuteurs différents. Vous allez plutôt devoir, du coup, discuter éventuellement avec les ministres de l'économie et des finances et les ministres de l'industrie, et par exemple des ministres sectoriels, que d'avoir uniquement comme interlocuteur ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères. Donc c'est pour ça que la construction du narratif de pourquoi cette politique est venue au monde et pourquoi elle est pertinente et qu'est-ce qu'elle va apporter comme bénéfice dans la stratégie nationale de développement du pays, c'est très important que ce soit bien ficelé et que ce soit, si possible, ficelé par des gens techniques éventuellement comme nous, mais que ce soit aussi, moi je dis toujours au projet, garder du fric, garder de l'argent pour avoir un budget comme avoir soit comment dire, un bureau enfin, une agence de communication, soit un professionnel de la communication politique qui va vraiment ficeler les choses de sorte qu'il va y avoir un discours, un narratif et qu'on va faire du lobbying pour cette politique parce qu'en fait, c'est ça. La phase de validation politique finale, elle requiert du lobbying. Et donc, il faut se préparer comme des lobbyistes. Et il faut à ce moment-là, alors dans le meilleur des mondes aussi, on peut le faire ouvertement au service du ministre. Après tout, c'est légitime. On lui fournit des éléments de langage, on lui fournit des matériaux de communication, des présentations PowerPoint, si ça doit être une brochure, un flyer, quelque chose, ou je ne sais pas moi, des choses plus d'un webinaire en ligne, ministériel. On peut assister à ces niveaux-là. Il ne faut pas hésiter à le proposer parce que parfois, ils n'y pensent pas d'eux-mêmes et ils ne pensent pas forcément que le BIT va faire ça. Et puis, je crois aussi, et je reviens toujours à cette question, que nos directeurs, c'est vraiment le genre de moment où ils doivent peser de tout leur poids politique, et ça fait partie du job de directeur de bureau, que d'aller parler à un ministre des Affaires étrangères, d'aller parler éventuellement à un ministre de l'Intérieur, avec, si c'est possible, de le faire avec le ministre de l'Emploi, et de dire, bah, écoutez, voilà, vous avez là une politique publique qui offre toutes les garanties sur le plan des normes internationales, sur laquelle nos experts ont bossé, qui va vous permettre de rayonner peut-être au niveau régional, de jouer pleinement votre rôle, de vos engagements dans le pacte mondial, etc., qui va encore renforcer le poids de l'argumentaire auprès des décideurs politiques. Donc, moi, je pense vraiment que c'est à ces moments-là qu'il faut qu'on ait des directeurs qui nous appuient pleinement et qui font pencher la balance en apportant toute leur crédibilité derrière ce genre de... La même chose s'appliquerait en matière de politique de l'emploi, mais je dirais que politique de l'emploi, ça peut être compliqué, une politique de l'emploi, mais il n'y a pas cette espèce de doute. En fait, parce que ce qu'on voit sur les politiques de migration de main-d'œuvre, c'est à cause du mot migration, il y a le doute de tout le champ sécuritaire. Et ça, c'est très difficile à combattre. Peut-être que les Marocains ont eu raison, ils ont, de manière déterminée, ils n'ont pas voulu migration dans le titre, ils ont voulu mettre mobilité. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait, donc je ne sais pas si ce sera positif ou négatif au final, on verra.
Et après, ça peut devenir très compliqué. On voit le cas sud-africain, par exemple. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus et c'est toujours pas réglé, ou 15 ans maintenant, j'ai arrêté de compter. Donc, parfois, c'est vraiment, vraiment très complexe, mais je me dis quand même que par moment, il doit y avoir certains objectifs qui doivent faire partie de la to-do list de nos directeurs. De se dire, cette case-là, on va la cocher, donc je pèse de tout mon poids sur la validation voilà, de ce texte de politique publique. Tout à fait. Merci Aurélia. Il nous reste vraiment 5 minutes. Je vois la main levée de Alida, s'il te plaît. D'accord, merci Samia. Je ne vais pas être long. C'est à peu près la même situation qu'en Guinée. La validation technique a été faite avec l'appui de tous les collègues du BIT. Il reste la validation politique et toutes les réponses qui viennent d'être données. On peut dire ça ligne à notre contexte, mais sauf que chez nous, il faut compter avec les élections qui viennent, qui peuvent faire basculer tout à tout moment. Donc voilà, merci. Alors, je rebondis sur ce commentaire parce que nous, finalement, au Maroc, on n'est pas très loin d'une situation similaire puisque les élections, nous, sont l'année prochaine. Et oui, ça peut faire rebondir dans un sens comme dans l'autre, mais il faut bien garder l'œil sur ces calendriers électoraux parce que ça peut aussi être des tremplins ou des accélérateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, on est face à un personnel politique, hein, et ils ont besoin de matière, ils ont besoin d'événements, ils ont besoin de cirques médiatiques parce qu'ils sont dans des processus électoraux. Et du coup, moi, je crois qu'il faut essayer de surfer, si on le peut. Alors, c'est parfois pas évident parce que ça peut aussi se retourner dans un sens comme dans l'autre et ils peuvent dire non, alors il n'en est pas question parce que moi, je vois un risque sur ce sujet dans ma campagne électorale, donc je gèle le truc. Ça peut arriver aussi. Donc ça, c'est voilà, à vous de voir dans vos contextes respectifs, mais ces contextes électoraux, ils peuvent parfois être des accélérateurs et on peut en jouer aussi. C'est pas évident du tout, mais je pense qu'il faut pas se priver d'essayer, quoi, de tester les choses, de voir si ça peut. Parce que parfois ils n'y pensent pas eux-mêmes. Il faut aussi voir une chose, c'est que je pense que la carte mentale d'un ministre, c'est vraiment pas du tout la même que la nôtre. Hein. Et donc parfois aussi la difficulté toute simple, c'est l'accès au ministre. C'est d'avoir cette oreille, ce temps d'écoute de 10, 15, 20 minutes qui va convaincre la personne. Et là encore, c'est là que nos chefs doivent doivent agir pour nous obtenir ce temps d'écoute. Si ce n'est pas eux-mêmes qui vont le défendre, mais au moins nous obtenir ces 10-15 minutes pour convaincre. Et c'est là qu'on fait le elevator pitch. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'on doit essayer absolument d'avoir 2 ou 3 arguments max et de convaincre la personne qu'on peut offrir une valeur ajoutée et que lui, surtout, ou elle, ils vont y trouver leur intérêt politique. Donc une bonne connaissance, une fine connaissance des dynamiques et des intérêts politiques où on peut se dire mais ça n'a rien à voir avec mon boulot. Moi, j'essaye de faire passer la politique nationale de migration de main-d'œuvre, les interactions du parti tel avec l'autre parti. Mais en fait, parfois, c'est extrêmement utile de connaître ces choses-là. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments ou d'autres questions. Aurélia, est-ce que tu voulais finir par un point en particulier? Non, je signale donc aux collègues, mais ils l'ont déjà vu ce matin, donc voilà, il y a un peu le répertoire de tout ce qui vient de se faire. Mais donc du coup, voilà, merci. Je vais rajouter la Côte d'Ivoire, je vais rajouter la Guinée. Je vais quand même faire le tour avec Gloria et toi. Non, voilà, les points de conclusion, hein, c'est que je pense que dans les 10 années qui viennent,
je suis convaincue qu'on va continuer à travailler sur ce champ, mais qu'on va vraiment devoir passer au suivi évaluation d'impact, résoudre cette problématique de complexité que tu énonçais entre ces cadres régionaux et cette complexité au niveau du national, et parfois même de plus en plus, je trouve, de l'infranational, c'est-à-dire des politiques territoriales où tu vas avoir des régions dans un pays qui vont être extrêmement confrontées, enfin, avec des problématiques aiguës d'afflux migratoires ou de déperdition de compétences, et puis d'autres parties du pays où ce n'est pas du tout le cas, et du coup, comment ça s'est géré, c'est une chose sur laquelle on ne s'est pas beaucoup penché pour l'instant. Et on aura besoin, pour faire tout ça, on aura besoin de recherche. Moi, je suis persuadée qu'on va avoir besoin de quelques bonnes études dans les années qui viennent pour faire la synthèse de ce travail, aller tirer vraiment des éléments convaincants qui vont permettre d'orienter la suite, parce que voilà, on est qu'au début en fait de ce processus-là dans cette région. Tout à fait. Et peut-être, oui, comme je vois que Lanciné a mis un commentaire également dans le chat, y compris la complexité. Oui, alors pour la réunion CEDEAO, effectivement, entre l'AES et la CEDEAO, c'est effectivement encore autre chose qui rend oui, toute la difficulté dans ces espaces où, oui, au-delà des changements politiques, il y a aussi toutes ces dimensions-là qui jouent. Peut-être juste un dernier point. Aurélia, si ça ne t'ennuie pas, peut-être on pourrait discuter éventuellement ensemble, parce que je pense qu'on n'a peut-être pas beaucoup couvert la question de la mise en œuvre et aussi du monitoring, qui sont effectivement, il va falloir qu'on fasse des recherches sur comment ça se met en œuvre, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qu'on peut voir dans certaines des politiques qui ont déjà été élaborées depuis 5 à 10 ans. On en avait parlé, on sait que on est peut-être encore c'est un peu tôt pour analyser tout ça, mais on a peut-être quand même voilà, peut-être une séance complémentaire qui pourrait être utile, où on pourrait travailler au-delà de l'étape de la formulation de la validation politique sur les étapes qui suivent, à réfléchir peut-être ensemble, Aurélia, si ça te dit. Avec plaisir. Non, avec plaisir. On est souvent dans des processus qui sont peu documentés, en fait, parce que même si on produit les cadres de suivi et d'évaluation, les plans d'action avec indicateurs, etc., moi, en tout cas au niveau de la région que je couvre, je connais aucun cas pour l'instant où on a quoi que ce soit de documenté. Donc finalement, tout reste un peu à faire. Et voilà, et donc on a une réflexion à avoir sur comment nous, on va essayer d'orienter ça. En même temps, je me demande si ce n'est pas une réflexion qu'il faut avoir plus largement avec les collègues sur politique de l'emploi, sur politique de développement des compétences, etc. Parce que c'est une difficulté qu'on rencontre de manière transversale. Donc, c'est un manque de culture de l'évaluation de manière générale dans les administrations gouvernementales avec lesquelles on travaille. Donc, on est aussi, il y a peut-être une distinction quand même qu'il faut faire entre les pays qui rencontrent des difficultés majeures et qui sont dans des configurations où ils sont sous aide budgétaire à 100%, je dirais, de l'extérieur. Je pense à des configurations comme la Somalie, Soudan, Sud-Soudan, je ne veux pas dire Djibouti en partie, enfin bon, où là, on va être, en fait, quand on fait le plan d'action avec budgétisation, on est quasiment dans une démarche de document de projet, de mobilisation de ressources. Et ensuite, on espère qu'il y a un fonds fiduciaire ou un peace building fund en général dans ce type de pays. Et là, on peut avoir une réflexion intéressante en interne de dire, tiens, comment on traduit un plan d'action d'une politique de cette nature dans une proposition de financement d'un peace building fund, par exemple. Typiquement, c'est ce à quoi on est en train de réfléchir au Sud-Soudan, en Somalie.
Alors que dans des configurations comme l'Afrique du Nord ou l'Afrique australe, l'Afrique du Sud en particulier, on ne va pas être du tout sur ça. On va être sur du budget gouvernemental et dans lequel ensuite va pouvoir venir éventuellement en appui des actions de coopération, du déclenchement d'aides budgétaires, du déclenchement de prêts, du blending, etc. Donc ouais, ça, il faut qu'on module et qu'on voit un peu différemment selon les pays et le niveau de développement des pays, et puis peut-être aussi des pays où il peut y avoir des choses sur lesquelles on pourrait envisager même du partenariat public-privé sur certaines choses. Je pense notamment à la formation professionnelle, où là, on est aussi dans une réflexion, une recherche de modèles sur comment les pays de destination et notamment les employeurs des pays de destination ou les fédérations sectorielles, en ce moment on parle du transport, mais voilà, ou de l'hôtellerie, tourisme, comment on peut réfléchir à des modalités de financement de la formation en origine. Et donc, voilà. Et donc là, après, comment on va suivre tout ça, comment on va évaluer l'impact, franchement, on est à peine au début de tout ça. Merci beaucoup, Aurélia. Merci à tous les collègues pour d'avoir participé à cette session. Les enregistrements seront disponibles, comme d'habitude, sur le e-campus et les présentations sur Teams et sur le e-campus. Merci Aurélia pour ton temps et je vous souhaite une très bonne... Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, envoyez un follow-up, un email, un message dans Teams, n'hésitez pas. Je serai ravie d'essayer de vous répondre. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci Aurélia. Merci Samia. Au revoir les collègues. Merci, au revoir. Au revoir.